Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des vecteurs d'attaque, hein, notamment les packages. Les packages, je vous ai toujours dit, attention à ce que vous installez, auditez le code source et ne faites jamais confiance. C'est pas parce que c'est sur GitHub, ok, que le paquet est intégré au niveau de Pi, hein, ok, ou de pip. Hein, c'est pas parce que vous téléchargez des modules Node.js sur Internet ou via les repos en Ruby, via GEMS, GEMS, que l'ensemble des repos qui sont en ligne dans le domaine public sont pas malicieux. Ok? Donc depuis mars, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec ce qu'on appelle des supply chain attaques. Ok? Donc attaque de la chaîne logistique. Je vais vous faire une métaphore. Imaginons qu'à Wuhan, on est un salarié qui a attrapé le Covid. Ok? Qui travaille sur des chaînes de production, notamment de logistique. Ok? C'est une des succursales d'Amazon qui travaille en Chine. Ok? Il va venir contaminer ses collègues. Ok? Les collègues eux-mêmes travaillent sur les chaînes logistiques. Ils vont venir contaminer les colis. Les colis vont voyager par fret. Ok? Par avion, par bateau, ensuite par train, par camion. Ok? Et chaque personne qui va être en contact avec les colis venant de Chine va attraper le Covid. Ok? Ce qui fait que on part exactement comme en virologie, on part d'un patient zéro et on se retrouve avec l'ensemble de la chaîne logistique qui est contaminée. Le but, contaminer celui qui est au bout de la chaîne. Ok? Là, on a vu avec SolarWind, on a vu plein d'entreprises se faire poutrer par des attaques de supply chain. Je vous ai toujours dit, quand vous faites une cyberattaque, on s'attaque à l'élément le plus faible, ok? De toute façon, c'est une stratégie militaire, hein? Vous n'allez pas affronter directement l'ennemi, vous allez trouver ses failles pour pouvoir les exploiter. Quelles sont les failles généralement? La sous-traitance, ok? Vous savez que depuis 40 ans maintenant, on délocalise, on fait de la sous-traitance à gogo, même des cascades de sous-traitance. Le problème, c'est que ça a un réel impact en termes de cybersécurité, en termes d'infosec, en termes d'obsec. Ok? Sécurité des opérations. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement injecter une porte dérobée, un backdoor, un rootkit, ok, un verre chez un des sous-traitants. Et quand il va terminer son programme, hein, l'exemple le plus simple que je peux vous donner, c'est un compilateur. Ok? Le compilateur, vous vous en servez pour compiler vos programmes. Mais si dans le compilateur, on a injecté, comme a fait la NSA dans les années 70, ils ont distribué des compilateurs à toutes les universités, le MIT, Berkeley, etc., etc., Caltech. Ok? Sauf qu'à chaque fois que tu utilisais le compilateur, peu importe quel programme tu écrives, ok, ça compilait parfaitement, mais ça compilait avec une porte dérobée. C'est le parfait cheval de Troie, ok? Donc c'est cet exemple. On va avoir une sous-composante qui va être utilisée, par exemple, dans des sociétés qui travaillent pour les agences américaines, pour le CAC 40, pour le Nasdaq, ok? Pour de très grosses boîtes et qui utilisent des quadriciels, des frameworks. Si ces frameworks utilisent une composante qui est faillible, alors on contamine toute la chaîne, hein, la chaîne alimentaire, même j'ai envie de dire. Ok? Les gros poissons mangent les petits poissons, mais si les petits poissons sont infectés, les gros poissons seront également infectés. Ça, c'est la logique de supply chain. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Plus de 40 000 paquets disponibles sous Python qui n'étaient pas vérifiés, mais ça je vous l'ai dit combien de fois, et qui comportaient des portes dérobées. Tout simplement, à l'installation de ces librairies, vous vous faites pirater, ni plus ni moins. Donc il y a eu une analyse, on va lire un petit peu cet article, et depuis le temps, hein, depuis que Tipeee existe, hein, on a constaté 300 000 paquets open source créés par la communauté. Croyez-moi, ils sont pas tous audités, ok? Et c'est très facile de développer du code malicieux, de le pousser vers GitHub, de le pousser vers Tipeee, vers le pousser vers la communauté Node.js, le pousser vers les utilisateurs du code de langage de programmation Ruby. Ok? Donc attention à ce que vous téléchargez, attention aux dépendances. Ok? Dans une deuxième partie, euh, en fait,
Il y a un type d'attaque aussi qui s'appelle le typo squatting. Le typo squatting, c'est ce qu'on appelle l'URL hijacking. Ok, c'est ce qu'on appelle le sting site ou le fake URL. Le cyber squatting, en fait, c'est quoi? C'est acheter des noms de domaines qui ressemblent furieusement à des grosses sociétés, à des acteurs célèbres, des influenceurs. Ok? evalongoria.com va devenir f4longoria.com. Ok? Ou .org. Et il suffit que l'utilisateur fasse une différence et se trompe dans son URL, il va être redirigé automatiquement vers un site contrôlé par les hackers et on va lui demander par exemple d'installer un module, une librairie, ce que vous voulez, et il sera piraté. Et ben là, c'est la même technique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des paquets malicieux qui portent le nom de librairie de paquets Python légitime. Si l'utilisateur, lorsqu'il fait son sudo pip 3, installe, tape le mauvais paquet, c'est bien un autre paquet qui va être téléchargé directement du repo, mais ça peut être un paquet malicieux. Et on a deux types d'attaques, ok? C'est-à-dire que soit le paquet est impacté, et vous savez, on a l'habitude d'exécuter un setup.py, hein, de faire un install r requirement.txt. Ok? Donc ça, il faudra une action de la part de l'utilisateur que sa machine se fasse pirater. Mais on peut créer des paquets autonomes, et là, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'à partir du moment où vous demandez à pip d'installer les modules, les librairies, automatiquement, votre ordinateur est piraté. Il n'y aura même pas besoin que vous appeliez dans votre code les modules, les 10 modules, les 10 librairies. Donc je vous montrerai comment on peut faire des paquets malicieux, comment on peut pirater automatiquement via des paquets malicieux pour mieux comprendre comment nous, on peut s'en protéger. Vous savez que quand on fait des tests d'intrusion, à terme, je vous ai toujours dit, il faut que vous appreniez à coder vos propres outils. Vous ne pouvez pas faire confiance aux autres. Ok? On va dire qu'il y a un outil sur deux sur GitHub qui doit être vérolé. Ok? Dans le meilleur des cas, ça va pas être bénin, il va scanner votre réseau. Mais si jamais il décide d'installer une porte dérobée, eh ben dans ce cas-là, votre Kali Linux, il est poutré. Ok? Donc vous installez un Kali Linux, hop, vous récupérez les outils que vous avez l'habitude d'installer, vous faites une erreur au niveau des paquets, et ça y est, votre machine elle est piratée. Ok? Donc on va voir ça. Certains écosystèmes de programmation comme Python, Node.js ou encore Ruby fonctionnent avec des répertoires publics gratuits de modules, hein. Pour agrémenter les logiciels de développement, ils fournissent un outil permettant de récupérer et d'installer facilement ces modules. Pour Python, le gestionnaire de paquets le plus communément utilisé est PyPy, hein, Python Package Index. Ok, c'est comme ça qu'on fait le pip install plus le nom du package. Ok. Donc c'est d'une facilité déconcertante. Vous me voyez souvent le faire. Ok? On va récupérer. Par exemple, je veux installer le module request, hein, ce qui est une librairie qui permet l'envoi et la réception de requêtes HTTP. Je m'en sers par exemple pour faire un simple HTTP serveur qui va me permettre de téléverser, télécharger des fichiers à partir de la machine que je pirate ou de la mienne. Ok? Eh ben, il me reste plus qu'à importer le script de la façon suivante. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire un programme en Python et on va voir l'import request. Ok? Je vais importer le module. Donc on voit que c'est en effet assez facile. Ok? Après, dans mon code source, qu'est-ce que je fais? J'appelle la méthode request et je fais la fonction get dessus et je fais un get sur quoi? Sur https google.com. Qu'est-ce que répond le programme? Réponse 200. Ok, pas de problème. Google.com est bien disponible. Le problème, le problème, c'est qu'on peut faire des mises à jour malveillantes en fait, hein. En général, les utilisateurs ont une confiance aveugle aux différents gestionnaires de paquets présents sur le marché, hein, résultant en une série d'attaques envers ces derniers. C'est le principe de la supply chain attack. Les attaquants ciblent le répertoire GitLab ou GitLab dans le but de prendre le contrôle du dépôt en fait, hein. L'objectif est de directement modifier ou distribuer le code sur le paquet officiel. Les utilisateurs ne verront que du feu. Ils peuvent également proposer à l'aide d'une personne ayant plus de temps de s'occuper du répertoire et donc facilement modifier
Le code du paquet. Ouais, tu sais quoi, ton projet, je le reprends. Nous, ça nous plaît. On va faire un fork. Donne-moi tes accès à ton repo GitHub. On va continuer de maintenir le projet. Alors que on veut s'en servir pour avoir l'audience, ok? Chaque repo, chaque développeur sur GitHub a des abonnés, ok? Et très suivi. Si on arrive à récupérer le repo d'une personne qui est extrêmement suivie, je peux coder dans la nuit un programme, le pousser via Git et dire, écoutez, tiens, regardez mon nouvel outil, essayez-le tous. Les gens vont faire confiance à la personne originale et en fait, ce seront des malfaiteurs, des hackers qui auront récupéré le repo et qui vont déployer cette attaque de supply chain. Ok? Vous téléchargez le programme, vous faites pirater. C'est aussi simple que ça. Donc il existe aussi une technique utilisée par les attaquants qui veulent cibler les grosses entités. Là, c'est plus pour s'attaquer à des grosses entreprises. Ok? On va publier une version publique en fait d'un paquet utilisé en interne par l'entreprise cible. Ça permettra d'obtenir un numéro de version plus élevé en fait que celle qui est utilisée en interne. Cela conduira, si l'entreprise n'a pas de processus de mise à jour de sécurité, à une mise à jour automatique sur le dépôt public. En fait, le problème de ces attaques, c'est que les gestionnaires de paquets, à moins, je vous montrerai comment on peut passer par des proxys, mais ne font pas la différence en fait entre un dépôt public qui est sur Internet et un dépôt privé qui est au sein de l'entreprise, sur son propre réseau. Et pour peu que les utilisateurs fassent quoi? Eh ben, ils vont mettre, par exemple, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ils vont mettre une version plus élevée, ok? Imaginons que je veux installer Request. Moi, je vais créer un faux paquet Request avec un virus dedans, ok? Et je vais l'appeler 69.69, ok? Qu'est-ce que va faire automatiquement? Je l'upload sur le repo public. L'entreprise, l'administrateur système dit, bah écoute, tiens, je vais voir s'il n'y a pas un nouveau paquet. Il va me faire sa mise à jour, par exemple pip install request upgradable, ok? Il va voir que le paquet est mis à jour, il va faire un upgrade sur le paquet, et là, via cette technique de plus haute version, qu'est-ce que va faire le gestionnaire de paquets? Il va se faire berner. Il voit qu'il y a request qui est en 2.25.1, là il va voir qu'il y a un request qui est en 69.69.69. Il va dire, oula, c'est une version super élevée. Ah bah direct, je la télécharge. Ok? On vient d'injecter une porte dérobée de l'extérieur au sein d'une entreprise sur son réseau privé. À partir de là, on lance la cyberattaque. Donc ces mises à jour malveillantes. Attention, attention. Récemment, un chercheur en sécurité a réussi à infiltrer les réseaux de plusieurs grandes sociétés en fournissant des versions plus élevées, comme je vous le disais, de paquets utilisés en interne. Je vous montrerai comment on militarise un paquet, ok? Comment militariser du Ruby, comment militariser euh, du Python, ok? N'importe quoi en fait, et comment tromper avec ces versions plus élevées. Et dans un second temps, quand vous saurez faire ça, vous saurez comment vous prémunir en entreprise. Ok? Comment se protéger, comment former ces administrateurs système pour qu'ils ne tombent pas dans le panneau et qu'ils utilisent certaines techniques pour atténuer le risque. Ok? Donc de grandes entités comme Apple, Microsoft ou encore PayPal ont été victimes de ce type d'attaque. Ça leur a permis de revoir complètement leur système de mise à jour de paquets. Et il faut vraiment. Donc je vous mettrai plein de ressources, allez les voir, mais je vous ai parlé du typo squatting. On va usurper un nom de domaine qui est proche du site original. Eh ben, on a également le packet squatting, ok? Et vous allez voir que c'est la même technique appliquée là en local. Donc le nom pour ce type d'attaque, comme je vous ai dit, c'est le supply chain attack. Les attaquants ne ciblent pas directement le réseau des entreprises, mais installent du code malveillant en amont dans des paquets utilisés par celles-ci. Une fois la modification du code faite, elles n'ont plus qu'à attendre que la mise à jour soit poussée et atteigne le réseau interne de l'entreprise. Le cheval de Troie est rentré dans Troie. Ok? Troie était une des villes les plus fortifiées. La guerre, vous avez entendu parler de ça, hein? Qu'est-ce qu'on fait nos 300, les Spartiates? Ils ont mis en place le cheval de Troie, ok? On l'a fait passer pour une sculpture, un cadeau, hein? On célébrait la fin de la guerre. C'était
Voilà. On arrête de se faire la guerre. Personne ne gagne. Arrêtons. On a perdu chacun de notre côté. On a eu des pertes. Faisons la paix. Et voilà. En signe de paix, je vous offre ce cadeau. Cadeau empoisonné. Le cheval de Troie rentre. Et la nuit, eh ben, des sortes de forces spéciales. Je vous ai déjà raconté les histoires. Des guerriers aguerris font le sac, hein, et prennent le contrôle de Troie. Ok. Donc attention à ça. Attention à ça, et c'est le meilleur moyen pour vous faire pouner, ok? Puisque vous allez directement permettre aux hackers de contourner tous les systèmes de protection. Et bah vous allez pas vous allez pas le savoir, hein. Exactement comme Ulysse, les guerriers grecs et Troie. Ok? C'est une ruse de guerre. Ok? Mais avec l'analogie, cheval de Troie, cette ruse de guerre a entraîné la chute de la ville. Ok? Et ça a permis le dénouement de la guerre. Eh ben, si je fais cette analogie avec le mythe grec, c'est que vraiment, eh ben, il faut faire attention, puisque les attaques, supply chain attack, peuvent vous ruinez, faire fuiter votre propriété intellectuelle, c'est exactement ce qui s'est passé avec SolarWind, qui travaillait avec tous les gouvernements américains et les agences de renseignement, NSA, NRO, DIA, et j'en passais les meilleurs. Et eh ben, les cyberjoujous, les cyberarmes à plusieurs millions, dizaines, centaines de millions de dollars se sont retrouvés dans la nature. Maintenant, c'est les mafias, c'est des groupes mafieux, c'est des black hats qui ont accès à des outils créés avec l'argent du contribuable américain. Donc ça peut vous coûter très très cher. Ok? Donc voyons un peu ce principe de packet squatching, que vous compreniez. Donc une autre attaque possible sur la chaîne d'approvisionnement, elle est moins sophistiquée, mais elle marche, hein, sans garantie de succès, mais extrêmement simple à mettre en scène. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme je le disais, on va créer un faux paquet avec un nom trompeur. Les utilisateurs qui ne feront pas attention ou qui feront une faute d'orthographe pourraient télécharger et installer ce paquet malveillant par erreur. Donc encore une fois, hein, quand vous téléchargez un module, vous vérifiez bien qu'il s'appelle request. Ok? Vous allez surtout pas me faire un pip 3 install request. Ok? Je, J'exagère. Mais comprenez bien que ça peut vous coûter votre machine. Aussi simple que ça. Rien n'est anodin, hein. Surtout quand on commence à travailler dans le monde de la sécurité et vous savez que la limite entre un white hat, un grey hat, un black hat, les gens vous les connaissez pas sur Internet, hein. Arrêtez d'avoir confiance sur Internet. Ok? Pourquoi vous faites sur Internet, vous accordez votre confiance à des inconnus, alors que dans la vraie vie, vous ne le ferez pas. Ok? Pourquoi vous fermez la clé de votre porte tous les soirs chez vous? Parce que vous n'avez pas envie qu'on rentre dans votre maison, qu'on connaisse votre vie privée. Ok? Pourquoi votre ordinateur, vous avez même pas les mêmes réflexes? Vous êtes prêt à installer n'importe quel programme. On vous dit que c'est bien, on vous dit que c'est gratuit. Les jeux piratés et tout ça, ce sera les vecteurs d'attaque parfaits pour vous pirater. Et pourtant, vous vous en foutez. Vous estimez que votre machine, c'est pas votre vie, c'est pas votre vie privée. Mais non, c'est exactement comme votre maison. Vous devez la protéger comme votre maison. Ok? Donc il y a des gens parano qui installent des alarmes, il y en a d'autres qui achètent, je sais pas, des fusils d'assaut pour se protéger quand on est aux États-Unis. Et mais tout simplement, ayez le réflexe de fermer les fenêtres, ok? Et de fermer votre porte. Eh ben c'est pareil avec votre ordinateur, ok? Et c'est pareil dans la vie. Attention aux inconnus, ok? Ben, c'est pareil sur Internet. Attention aux inconnus. Ok? Donc ça, faut vraiment pas vivre dans le monde des bisounours, hein. On vit pas dans le monde des bisounours. On n'est pas dans le monde des bisounours. Surtout en cybersec. Ok? Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, vous l'avez compris, le paquet s'appelle request. Je vais retirer le S. Ok? Le paquet deviendra request, mais sans le S. Et la personne qui oublie le S, eh ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir télécharger non pas le paquet officiel, elle va venir télécharger mon paquet à moi. Mon paquet à moi. Donc on voit bien qu'une faute d'orthographe, ça peut vous coûter très très cher. Ça, on l'appelle le typo squatting. Ok? Le typo squatting, comme je vous disais, ça peut être sur Internet, mais ça peut être aussi, hein,
sur des paquets, ok? Je vais modifier la syntaxe ou la syntaxe, ouais, exactement, euh, pour que, eh ben, si vous faites une erreur, vous téléchargez, comme vous l'avez compris, mon programme, ok? Donc les attaquants enregistrent des noms de domaine avec des lettres changées, ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ou comportant volontairement une faute. On appelle cela des noms de domaine near miss, dans l'espoir que l'utilisateur ne se rende pas compte qu'il est sur le mauvais site. En fait, le fonctionnement pour le paquet squatting, c'est exactement pareil. Les attaquants enregistrent des paquets avec des noms officiels en changeant une lettre ou faisant une faute volontaire dans l'espoir que l'utilisateur fasse également une faute involontaire et télécharge le mauvais paquet. On voit une petite liste de paquets hein, qui utilisent la technique du packet squatting, ok? Le faux nom, ça va être quoi? Astéroïdes, hein? En fait, bah, il s'appelle astéroïde, ok? Ça permet de gérer de l'audio, ok? Et la différence, bah, pluriel, pas singulier, ok? Beautiful soup cat, vous voyez une différence? Vous en voyez une? Vous en voyez une? Si, il y a deux lettres hop, but, ti, le TI. Ok? Vous voyez, hein? Quand on tape vite, on peut vite faire l'erreur. Hein. Pourtant, ça marche. LLVM, LLVM bien. Qu'est-ce qu'on fait? On retire juste le Y. Ok? WinPT, ça devient WinPy. Ok? Qu'est-ce que je fais? Bon, on va rajouter une lettre là, en l'occurrence. Hein? WinPy, c'est devenu WinPT. Ok? Website. Enfin, vous avez compris. Ok? Donc, on va doubler la lettre, on va en retirer une, on va en ajouter une, on va interchanger deux lettres, trois lettres. Ok? On va passer du singulier au pluriel, du pluriel au singulier. Ok? Mais faites attention. Donc, le risque d'installer des paquets malveillants. Eh ben, après des recherches sur les paquets malveillants, en fait, il s'avère qu'aucun de ces faux paquets ne contenait d'installation de logiciels frauduleux ou de code malveillant. Heureusement. Cependant, il contenait une commande Python qui était exécutée à l'installation du paquet plutôt qu'au moment de son utilisation. Et ça, c'était quoi? Eh ben, c'est un morceau de code. Et ce morceau de code, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut tout simplement exécuter un payload. Là, le payload, il faisait quoi? Eh ben, il était, vous voyez bien, hop, HTTP offuscation, adresse IP, et ça redirige. C'était un moyen rudimentaire de faire de la télémétrie. C'est-à-dire de suivre à distance qui avait téléchargé et installé le paquet. Phase de reconnaissance pour la partie adverse. Ok? Ils savent que si vous avez même pas calculé qu'il y avait de la télémétrie et que vous avez téléchargé un mauvais paquet, la prochaine fois, ils sauront que vous êtes une cible parfaite grâce à votre adresse IP et ils viendront vous pousser un nouveau logiciel avec cette fois-ci une vraie porte dérobée. Ok? Donc en effet, le petit snippet, hein, bah, il envoie une requête au serveur distant dont l'adresse IP a été masquée avec le paramètre du nom du faux paquet. L'utilisateur qui a créé 5 faux paquets énumérés ci-dessus porte le nom de Remind Supply Chain Risk, ok? Et selon la Webpack Machine, il a téléversé sur Pepi plus de 3900 paquets totalement faux. Il s'agit d'un utilisateur bien connu dans le monde des attaques de chaînes d'approvisionnement. Là, c'était qu'un avertissement. Ok? Et les gens ne sont pas assez formés. Heureusement, Python a été assez réactif concernant les paquets malveillants. Ils ont été supprimés. Cependant, un exemple concret actuellement, 9.03.2021, concerne une paquet de Beautiful Soup Cat qui est extrêmement utilisé. Hein, et ce paquet ne contient pas de code, porte le titre suivant. Vous voulez sûrement installer Beautiful Soup Cat. Hein, et encore une fois, là, c'est un cyber... Euh, comment dire, un gars qui bosse en cybersécurité, en fait, qui a voulu juste avertir. Donc là, c'est bénin, ok? Mais vous imaginez bien si on remplace le payload par un payload militarisé, ok? Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux tout simplement lui demander d'ouvrir un reverse TCP à telle adresse sur tel port, ok? J'ai mon netcat listener et bim boum bam, quoi. Automatiquement, je récupère les connexions. Alors, la première chose à faire, c'est pas reproduire le comportement du développeur ci-dessous en mettant à disposition des paquets avec un faux nom dans le seul but de prévenir l'utilisateur qu'il s'agit d'un mauvais paquet. Hein, si vous avez des messages à faire passer, l'utilisateur reste d'être distrait et multiplier les erreurs
Par la suite, ok? Allez plutôt éduquer les gens, faites des vidéos sur YouTube, parlez sur les forums, parlez aux développeurs, ok? Allez sur les Reddit, allez sur les 4chan, discutez avec les gens, sensibilisez-les à la cybersécurité, à ces problèmes que vous avez découverts vous-même, ok? Ça, c'est l'éthique de White Hat, ok? Allez communiquez tout ce que vous trouvez, vous faites des rapports et vous communiquez, ok? Et de plus, bah, évitez les erreurs d'orthographe, hein, si jamais, eh ben, vous téléchargez des papiers, des modules, ok, des librairies, et allez voir la documentation, je vous le dis toujours. Si vous avez des doutes, allez voir la documentation. Dans la documentation, naturellement, il y a la bonne orthographe des paquets installés, ok? Si vous développez des paquets et que vous les téléversez sur la communauté, vers la communauté, hein, donc que ça soit Pi, GitHub, GitLab, ce que vous voulez, eh ben c'est pareil, faites attention quand vous nommez vos paquets. Et de plus, bah, il est recommandé d'éviter de connecter des projets internes sur des dépôts publics en faisant des mises à jour automatiques. Ça, c'est de la connerie pure et dure. Cela pourrait avoir des conséquences désastreuses sur un parc informatique en entreprise. A contrario, il est possible de télécharger en local les paquets et de les mettre à jour via un processus sécurisé. Cela permet de réduire les risques d'erreur et d'installation de logiciels non désirés. Et pour finir, PIP propose une solution pour atteindre l'attaque de paquets squatting en utilisant, et maintenant je vais utiliser plus que cette commande, hein, parce que moi-même ça m'a sensibilisé. Arrêtez de faire des pip install plus le nom du paquet. Maintenant vous faites des pip install only binary all package name. Ok, ça permet de refuser toute distribution source d'être installée en refusant l'exécution du code au moment de l'installation. Donc ça va empêcher la porte dérobée de s'installer. Ok, c'est pas une solution totalement complète puisque l'attaquant peut toujours mettre en place une distribution construite. Comme je vous disais, il y a deux types de distribution quand on met en place un paquet. Et le problème de la construite, c'est qu'elle va s'activer automatiquement. Et là, vous ne pourrez strictement rien faire puisque vous téléchargez, vous pensez utiliser un module, c'est vous qui allez faire rentrer le cheval de Troie. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous injectez, vous importez le module malveillant dans votre code pour pouvoir l'utiliser. Et, eh ben, à l'exécution de votre programme, vous allez vous faire pirater. Ok? Mais là, on peut pas, c'est vous qui faites la connerie, en fait. C'est vous qui faites la connerie de télécharger un paquet qui est pas le bon. C'est vous qui faites la connerie de l'importer dans Python. C'est vous qui codez du code et importez ce module dans votre propre code. Et c'est enfin vous qui donnez les droits sur votre script Python.py. Et c'est enfin vous qui exécutez votre script Py sur une machine, sur un client, sur un serveur. Donc la faute, c'est vous. Ok? La seule parade, bah, c'est de vous instruire, apprendre à se protéger de tout ça. Voilà, fallait en parler. J'ai un de mes abonnés qui m'a dit qu'il faudrait faire plus de vidéos sur la cybersec et tout ça, donc je vous promets, dès que j'ai des informations croustillantes, je vous promets euh, que bah, j'en parlerai. Mais attention, hein, vous allez voir, regardez, attaquer supply chain, vous allez voir qu'on a trouvé des 4000 faux comptes module found hein, depuis mars. Ok, et il y en a partout, dans tous les langages de programmation. Attention quand vous utilisez GEMS pour également télécharger des modules Ruby. Attention quand vous utilisez du Node.js, ok, n'importe quel langage de programmation peut être utilisé pour vous pirater, vous le savez. Voilà, et allez voir l'affaire SolarWind. Ok, c'est exactement ce qui s'est passé. La plus grosse boîte qui travaillait pour les agences de renseignement s'est fait pirater. Cheval de Troie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.